Bonjour mesdames, messieurs, ici Fender Célestin, votre expert en leadership et coach professionnel certifié. Aujourd'hui, dans cet épisode du FC Leadership Podcast, nous accueillons Christophe Train, qui est auteur et entrepreneur et qui va nous parler du neuromarketing. Christophe vient de sortir un nouveau livre, le guide neuromarketing pour les entrepreneurs. Dans cet épisode, nous avons eu un entretien ensemble où il va nous détailler, nous dévoiler les secrets du livre. Merci de vous être connecté à notre podcast, le FC Leadership Podcast, le podcast de la semaine destiné à vous amener vers une vie victorieuse basée sur le leadership divin et de la réussite. Ici, nous sommes là pour vous aider à vous lever et aller vers votre destinée. Écoutons cet entretien avec Christophe Train. On se dit à tout à l'heure. Bonjour Christophe, bienvenue dans le FC Leadership Podcast. Encore un plaisir de t'accueillir et pour ce sujet que tu vas nous partager sur le neuromarketing. Alors Christophe, avant d'aller plus loin, l'important c'est que tu puisses te présenter. Je sais que tu parles de présentation des FC Leadership Podcast, mais juste pour ceux qui ne te connaissent pas encore, pour savoir qui tu es, qu'est-ce que tu fais, et afin que nous puissions développer notre thème d'aujourd'hui pour nos auditeurs. Merci Christophe d'avoir accepté cette invitation. Eh bien, Christophe, qui es-tu? Je suis un être humain. Bien. Et c'est génial d'être en relation avec un être humain comme Christophe. Alors, pour répondre un peu plus sérieusement, mon activité, parce que effectivement, à la question qui je suis, effectivement, je suis un être humain, mais mon activité, en fait, tourne depuis 30 ans, notamment dans le milieu de la vidéo, de l'audiovisuel, et ayant eu une expérience aussi professionnelle dans le marketing, dans la communication, je me suis orienté assez rapidement dans ce qu'on appelle le marketing vidéo. Et en fait, moi, si tu veux, moi, j'aide justement les entreprises, les entrepreneurs à développer leur visibilité, à développer leur impact. Ça me rappelle un titre de livre, ça, impact, à développer leur impact donc sur le web particulièrement, grâce donc à la vidéo et grâce notamment à une stratégie marketing qui utilise donc la vidéo. Et j'ai même développé un concept il y a 3-4 ans maintenant que j'ai appelé le néo-vidéo marketing, que je pourrais d'ailleurs appeler aujourd'hui le neuro-vidéo marketing aussi, pourquoi pas. Le néo-vidéo marketing parce que je considère que il y a la technique marketing d'une part, il y a la technique vidéo bien sûr d'autre part, mais il y a aussi un aspect qu'on a tendance parfois à oublier ici en France, qui est ce que moi j'ai appelé dans mon premier livre sur le marketing vidéo, que j'ai appelé le savoir-être, ou ce qu'on appelle plus populairement aujourd'hui le développement personnel, parce que en tant qu'entrepreneur, il me paraît important de travailler sur ce qu'on appelle le mindset en fait. C'est-à-dire que je vais te donner un exemple très simple. Moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui étaient motivées et intéressées pour que je les accompagne, tu vois, sur le marketing vidéo. Et puis, notamment pour les indépendants ou les solopreneurs, à un moment donné, je dis, la marque, c'est toi, donc tu dois te montrer en vidéo. C'est toi qui dois t'exposer en vidéo pour parler de ton produit ou de ton service. Et c'est là où, en fait, bien souvent, il y avait des petits soucis parce que il y avait des problèmes d'estime de soi, d'image de soi, notamment. Ah ouais, mais je me trouve pas bien en vidéo, machin. Et donc, de travailler là-dessus. Donc, c'est pour ça que je parle de savoir-être et de travailler notamment sur la confiance en soi, l'image de soi, et puis l'amour de soi aussi. Ça, c'est un truc qu'on oublie aussi. Il faut s'aimer aussi, c'est important.
Et donc tous ces aspects-là donc que j'englobe dans ce module de savoir-être me paraît tout autant indispensable à travailler. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le néo-vidéo marketing pour apporter, comment dirais-je, une vision un peu nouvelle sur le marketing vidéo. Et puis aussi, néo parce que, évidemment, moi je suis un grand fan de Matrix et il y a cette idée aussi de sortir un petit peu du cadre, hein, et donc de ce qu'on a peut-être tendance à connaître et voilà, de manière très, scolaire et cetera sur le marketing et le marketing vidéo en particulier. Dire: «Attends, l'idée c'est peut-être de creuser un petit peu, on a chacun une spécificité, on est tous différents les uns des autres» et donc de travailler soi-même sur son style, tu vois, de communiquer, c'est vachement important plutôt que d'essayer de «copier» entre guillemets sur ce que font les autres. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est important aussi de sortir un petit peu de ce cadre-là, de se dire: «OK, moi je suis spécifique et en quoi je peux valoriser cette spécificité auprès de mon audience, auprès du public cible en tous les cas que je souhaite capter» et c'est ça qui fait aussi un peu la différence. Déjà, on fait la différence bien sûr par la vidéo, mais aussi par son authenticité et sa spécificité qu'on peut mettre en avant. Très Voilà ce bien. que je peux dire. Merci Christophe, et c'est passionnant. Et moi, depuis que je te connais, je sais que la vidéo pour toi, c'est vraiment, c'est tout un art, c'est toute une histoire, Bah, moi, tu sais, Fadler Fadler, c'est ce que je rappelle souvent, la vidéo, c'est la vie, mais au sens comment dirais-je? Pas au sens propre du terme, mais au sens, figuré du terme. Parce que je dis ça parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui m'a interpellé, qui m'avait dit: «Mais non, mais la vie, c'est pas la vidéo, la vie, c'est la nature» et cetera. Mais bien sûr que je suis d'accord avec ça. Mais quand je dis la vidéo, c'est la vie, c'est parce que il faut pas considérer la vidéo comme quelque chose de purement technique. C'est-à-dire qu'il y a toute une vie autour de ça. Mhm, Tu vois? mhm, Il y a toi, en tant qu'entrepreneur, tu es un être vivant, donc tu vas animer, en fait, ta stratégie marketing vidéo. Donc mhm. c'est en ça que la vidéo, c'est la vie. Ok, ouais. Non, mais c'est vraiment, donc tu as vraiment très bien dit, et je pense que le fait que en fait, la relation que tu crées avec la vidéo, si je peux dire ça comme ça, et fait qu'aujourd'hui, ben, au niveau du neuromarketing et tout ça, tu t'imprègnes aussi de ces questions-là, puisque, et c'est vrai, si on regarde bien, une vidéo, c'est un moyen de créer des relations avec l'autre. Et quand on est entrepreneur, euh, la vidéo permet de créer du lien avec ses clients parce que l'entrepreneur, il est là pour servir. Et comme moi, je dis toujours, vendre, c'est servir. Et au travers de la vidéo, on peut vraiment amener à servir et permettre aux gens d'aller plus loin dans leurs objectifs, dans leurs perspectives, dans leur vie, que ce soit professionnelle, personnelle, vraiment tous les niveaux en fait de leur vie. Euh, à cela, Christophe, moi j'aimerais introduire ces parties-là, euh, donc de ton nouveau livre que tu as écrit qui est sur le neuromarketing, et qui aussi, ben, qui aussi amène ces connexions-là entre vidéo et, enfin, et marketing, relation en fait, en quelque sorte. Parce que pour moi, en regardant ce que tu fais avec les vidéos et en parlant de tout ce que tu partages sur le neuromarketing, c'est vraiment pour moi une question de relation avec l'autre, comment on peut mieux servir, comment on peut mieux apporter ce qu'on a à l'autre pour pouvoir l'aider à se développer. Donc, pour cela, Christophe, tu as écrit ton nouveau livre, tu en as maintenant écrit plusieurs. Est-ce que tu veux nous en parler un petit peu de ton nouveau livre, et puis ben faire toute une ouverture là-dessus, et puis comme ça nos auditeurs puissent Oui. aussi découvrir, et puis ben voilà, parce qu'à la fin on va aussi en partager des liens pour que les gens puissent l'en procurer. Donc parle-nous-en un peu de ton nouveau livre, et qu'est-ce qui t'a inspiré à écrire ce livre, et pourquoi ce titre-là. Euh, comment cette pensée t'est venue? Alors en fait, si tu veux, la genèse de ce livre,
elle m'est venue parce qu'il y a, c'était en 2020, donc j'avais fait une formation pour être coach. Et pour la certification, donc on nous proposait entre autres de faire un mémoire. Et je me suis dit: «Tiens, pour mon mémoire, sur quel sujet je pourrais faire un mémoire?» Et puis, bah, comme c'était une formation de coach auprès de l'Institut des neurosciences appliquées, donc dirigé par David Lefrançois, donc neurosciences. Je me suis dit: «Tiens, neurosciences et marketing, et puis, bah, tiens, neuromarketing, tiens, je pourrais faire un mémoire là-dessus, quoi». Et donc j'avais fait mon mémoire sur ce thème-là, et du coup, je me suis dit: «Tiens, je pourrais même en écrire un livre». Et c'est comme ça qu'est venue, en fait, l'idée de faire ce livre au départ. Alors pourquoi aussi? Quelle était l'intention, en fait, à travers ça? Parce que c'est pas juste pour discourir ou pour expliquer des concepts de neuromarketing pour le plaisir d'en parler, tu vois? Mais c'est aussi pour permettre aux entrepreneurs qui veulent développer leur business d'utiliser des techniques marketing entre guillemets «modernes». Je dis bien entre guillemets parce qu'en vrai, le terme neuromarketing n'est apparu que au début des années 2000, hein, mais les concepts développés par le neuromarketing existaient déjà bien avant. La seule différence, pourquoi ce terme marketing est apparu? Parce qu'au début des années 2000, il y avait donc les neurosciences qui sont arrivées, et avec les outils d'IRM et cetera, eh bien, on a pu démontrer scientifiquement, avec des outils, modernes, voilà ce qui se passe dans le cerveau des êtres humains, tu vois? Et donc qu'est-ce qui déclenche les décisions d'achat, chez les consommateurs? Eh bien, on peut l'illustrer grâce aux IRM. On dit: «Voilà ce qui se passe». Voilà, quelqu'un qui va écouter, quand il rentre dans un commerce, qui sent des odeurs. Tiens, je prends les parfumeries, tiens, voilà un très bon exemple, parfumerie. Mhm. Tu rentres dans une parfumerie, tu as des odeurs de parfum, tu vois? Et à quelques rares exceptions près, c'est pas fait comme ça par hasard, les odeurs de Ouais. parfum, avec une Mhm. petite musique douce en plus derrière, tu vois? C'est Mhm. pour vraiment te mettre dans une ambiance. D'autant que, les neurosciences, les études qui ont été faites là-dessus ont démontré très clairement que les décisions d'achat sont motivées majoritairement par l'émotion. Et donc, si tu touches le côté émotionnel du consommateur, déjà, tu l'as quasiment acquis, quoi. Quasiment acquis. Et moi, j'en veux pour preuve, hein, moi le premier, quand on a fait des achats, notamment des achats d'un certain montant, d'un montant relativement élevé. Je ne veux Mhm. pas parler de la baguette de pain que tu vas acheter, par exemple, où là, ça a pas vraiment de sens. Mais quand tu vas acheter une voiture, une maison, voilà, ou qu'est-ce qui fait que tu vas acheter cette voiture-là plus qu'une autre? Qu'est-ce qui fait que tu vas acheter cette voiture-là? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui se passe en général? On va, chez le concessionnaire, on regarde et cetera, les voitures, et puis d'un coup, il y en a une qui nous fait tilt, hein. Tiens, celle-là, j'aime bien la couleur, j'aime bien la forme. Et les vendeurs sont très malins parce qu'ils vont utiliser là une technique de neuromarketing redoutablement efficace. «Monsieur, souhaitez-vous faire un essai?» Ouais. Et là, Et ça, ça marche à tous les coups. Mais oui, si tu veux faire acheter un produit à quelqu'un, il faut qu'il le prenne dans la main, et une fois qu'il l'a ouais, pris dans la main, tu sais que tu l'as acquis à moitié, tu vois déjà. on passait en juste Donc sur le concept était déjà compris. ah bah, carrément, carrément. Et donc bah, oui, c'est l'émotion, enfin c'est ouais, c'est l'émotion qui te fait décider d'acheter cette voiture-là plus qu'une autre. Alors certains vont dire, parce que forcément, tu sais, il y a des personnes qui font du déni là-dessus, ou qui refusent d'admettre cette idée-là, et qui vont te dire: «Mais non, j'ai acheté cette voiture-là parce que elle consomme peu, parce que, au niveau mécanique, il y a une bonne reprise. J'ai fait un essai tout à l'heure, j'aime bien la reprise de la voiture et cetera, puis elle va vite, puis je sais pas quoi», tu vois? Mais ça, c'est faux, archi faux. C'est faux, archi faux, faux, archi faux. Réfléchissez-y un petit peu 2 minutes. Si vous avez acheté une voiture, c'est parce que la forme vous plaisait, la couleur vous plaisait, vous êtes monté dedans, vous avez bien aimé l'odeur du véhicule à Mhm. l'intérieur, vous êtes senti bien installé dans le fauteuil. C'est pas du tout rationnel tout ça, hein. Faut être très clair, il y a rien de rationnel là-dessus, hein. C'est juste émotionnel. Tiens, et puis regardez les publicités pour les marques automobiles, hein. Jamais ils vous mettent en avant les caractéristiques techniques des véhicules. Jamais, jamais, jamais. On voit un gars, dans sa voiture, fenêtre ouverte, cheveux au vent, il fait beau, avec, la mer à côté. Enfin, voilà, je caricature, mais c'est un peu ça, hein. J'ai vu ce type de pub dans tous les cas. Voilà, on vous fait vivre une émotion. On vous fait vivre une émotion. Et pour un entrepreneur, eh bien, c'est la même chose, quelle que soit son activité.
pour développer son business, il s'agit de lui faire vivre une émotion. Mhm. Les Américains sont très forts par rapport à ça, parce que ça fait depuis longtemps qu'ils utilisent le neuromarketing, qu'ils l'appellent comme ça ou pas. En tous les cas, moi, je le vois au niveau, Mhm. au travers des recherches que j'ai faites pour écrire le livre. Les Américains utilisent à fond les techniques marketing parce qu'ils savent de départ que c'est l'émotionnel qui fait qu'un consommateur achète Achète. ou pas. Et sur ce que tu dis, Christophe, ça me fait penser à des choses aussi que j'observe aux États-Unis. Tu vois, par exemple, dans le home staging, donc quand tu vas, par exemple, tu vends une maison, il y a des gens qui vont acheter une maison, je sais pas, à plus d'1 million, juste parce il y a un canapé qui est dans un coin très particulier, et puis ce canapé va tellement bien avec ce coin-là, il veut dire, OK, ouais, je veux cet appartement-là et cette maison-là. Pourquoi? Parce qu'il y a ça qui l'intéresse. Tu vois, il y a rien de, comme tu dis, il y a rien de rationnel. Parce que si on devrait acheter une maison, voilà, on va nous dire, quoi. Donc, la rationalité qu'il pourrait avoir dans une maison, enfin, c'est Mm. parfait. Donc, tu as besoin pour y vivre. Tu as besoin un toit, on pourrait dire, les gens pourraient dire un toit sur la tête, tu vois, quelque chose comme ça. Mm. Tu vas voir que la personne va dire, non, en fait, moi, ce que je cherche, en fait, ce que je vois, c'est ce confort-là. Ce canapé-là, je suis assis, hein, je prends mon temps. Et puis, il y a rien de plus beau que ça. En fait, en réalité, tu te dis, mais OK, mais quel est quel est l'élément qui est rationnel là-dedans? Et ils le savent tellement et ils arrivent vraiment à utiliser ce qui fait que chez eux, en fait, ils prennent tout très au sérieux dans le sens qui est dans ce qui est marketing parce qu'ils savent clairement. C'est les petits détails. Et là encore, c'est une chose aussi qui me fait penser. Les petits détails, en Mm. fait, activent l'émotionnel d'une façon extraordinaire. C'est ce qui va faire, comme que tu as parlé des voitures, qui vont te dire, souvent, ils vont te montrer quelqu'un, les cheveux au vent, et là, c'est tellement beau, c'est tellement bien, c'est la vie parfaite. Et la personne va ressentir cette sensation-là, et puis, ben, on leur vend une destination, et puis, ben, du coup, on passe à Tu sais, l'action. c'est dans le même esprit de jouer sur l'émotionnel. Tu vois, tu as par exemple, je pense là d'un coup à Coca-Cola. Coca-Cola, on aime pour certaines raisons, on n'aime pas pour d'autres raisons, mais quand on regarde leur pub aux vidéos, ils jouent que sur l'émotionnel. Tantôt, tu vas avoir une pub où tu vois des jeunes en train de danser, s'amuser autour d'un feu de camp au bord de la plage. Bim, tu t'identifies à eux. Voilà, niveau émotionnel, ouais, ça te procure, toi, une certaine joie de voir ces jeunes. Donc, tu vas t'identifier, encore plus si tu as à peu près le même âge qu'eux. Et puis, tu as une autre pub Coca-Cola où là, tu vas voir des jeunes femmes, la quarantaine, tu vois, qui voient un beau gosse en train de nettoyer les vitres du bureau dans lequel elle travaille, etc. Et là, pareil, tu vas t'identifier, tu vois, sur le côté émotionnel. Ah ouais, moi, je suis comme ces femmes, etc. Ah ouais, ah oui, mais du coup, boire un Coca, ça va me rafraîchir, nani nana, etc. Tu vois, je veux dire, à aucun moment, de toute façon, Mhm. c'est secret défense, mais à aucun moment, je veux dire, Coca va te dire, voilà, si vous buvez du Coca, vous serez en bonne santé, vous serez rafraîchi, enfin, je sais pas quoi, tu vois, il pourrait mettre ça en avant, mais pas du tout, pas du tout. Et là, c'est pour ça que je dis, moi, aux entrepreneurs, exploiter vraiment les techniques de neuromarketing. Et là, je tiens à souligner un truc vachement important. Je fais un disclaimer quand même par rapport à ça, savoir que le neuromarketing doit être utilisé de manière éthique et responsable, Mhm. parce que oui, le neuromarketing, plus que n'importe quelle autre technique marketing, peut être vraiment un vrai outil de manipulation. Ça, c'est clair. En revanche, on n'est pas là pour faire de la manipulation, on est là pour faire de l'influence, donc inciter en fait le consommateur à acheter notre produit ou notre service. Et c'est à ce niveau-là, où là, le neuromarketing peut être extrêmement puissant et nous aider à booster les ventes de nos produits et services. Mhm. Ouais. Donc, et pour y arriver, bien sûr, l'émotionnel, ça, c'est un très gros levier justement pour pouvoir y arriver. Donc, je veux dire, par exemple, moi, si par exemple, on veut utiliser une technique de neuromarketing sur un site web, on se dit comment inciter les gens à cliquer, etc. Bah, il y a peut-être une réflexion à avoir sur le bouton cliquer ici. Est-ce qu'il faut le mettre en bleu, en rouge, en vert? Tu vois, il y a une réflexion à avoir par rapport à ça. Donc, se dire quelle est la meilleure couleur à utiliser pour le bouton cliquer ici ou commander ici, tu vois, pour inciter la personne à acheter. Sur une vidéo, c'est pareil. Qu'est-ce que je vais mettre dans ma vidéo avec des trucs de neuromarketing? Il y a un truc très classique, enfin très classique façon de parler, mais que beaucoup de grandes marques utilisent régulièrement, c'est la preuve sociale, donc le témoignage client. Mhm.
Tu vois? Donc, forcément, ça va avoir une force extraordinaire parce que on va s'identifier à ce client qui a acheté, chez toi, par exemple, et on va se dire: «Ah ouais, tiens, le gars, il a acheté les services de Fadler, il en dit que du bien». Comme là, je vois régulièrement, ça, c'est très bien, c'est ce que tu fais d'ailleurs, j'ai vu, je crois que c'est sur LinkedIn, tu as partagé des témoignages clients. C'est top, quoi. Parce que là, c'est nos meilleurs vendeurs, ce sont nos clients, quoi, et donc Mhm. pour inciter, tu vois, à acheter, bah, OK, bah, je m'identifie à ce client-là. Je me dis: «Si le client, il est content des services de Fadler, bah, j'achète chez Fadler». Je me pose même pas la question, tu vois? Bon, en plus, il a raison parce que c'est vrai que chez Fadler, il y a que du bon, donc on peut y aller les yeux fermés, il y a aucun problème. Merci, Christophe. Et chez toi aussi, hein. Chez toi aussi, je sais que Merci. c'est vraiment un entrepreneur de confiance, de qualité, et puis qui a une éthique. Et ça, on se connaît maintenant, hein. Tu sais que le côté éthique, le côté valeur, respect du client, c'est quelque chose de très important, de fondamental. Et c'est quelque chose qu'on retrouve chez toi. Et c'est ce qui m'a poussé aussi à t'amener à vraiment à venir en parler et puis que notre communauté puisse découvrir ce nouveau livre et que moi je peux, qui est très passionnant. Et donc c'est vraiment le moment de dire à nos communautés, ma communauté, vraiment que c'est un pas à faire vers ce livre, vers Christophe, pour comprendre mieux ce concept-là. Tous les entrepreneurs, les personnes qui aspirent à devenir entrepreneurs, de pouvoir vraiment. Et d'ailleurs, ce livre n'est pas que pour les entrepreneurs, parce que si on le lit, on va comprendre tout de suite, il y a des choses qui nous concernent au quotidien, hein, puisqu'on a de Ouais. l'influence les uns les autres, les uns sur les autres, de l'influence. On peut en faire du neuromarketing, de quelque chose pour amener de l'influence positive chez les uns et les autres. Et donc, sur ça, Christophe, oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, oui, pardon, oui, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est hyper juste ce que tu dis, effectivement. C'est un livre qui s'adresse aussi, également, effectivement, à tout le monde. C'est-à-dire que soi-même, on est soi-même client d'entreprise et alors il y a une chose quand même qu'il faut savoir au niveau du neuromarketing. Donc j'expliquais que c'était, les neurosciences, appliquées au marketing, et en termes de neurosciences, donc il s'avère qu'il y a, 250 biais cognitifs intrinsèques à chaque être humain, et il s'agit pas de lutter contre ces biais cognitifs, il s'agit pas de les refouler ou parce que c'est juste impossible, hein. Donc voilà, faut être très, très clair par rapport à ça. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est d'essayer de comprendre quels sont les principaux biais cognitifs qui nous régissent et comment savoir détecter dans certaines situations, tiens, l'autre en face, consciemment ou pas, mais en tous les cas, il essaye de m'influencer, voire de me manipuler. Mhm. Et là, je détecte qu'il est en train d'essayer de faire, d'activer chez moi un biais cognitif qui peut m'amener à répondre favorablement à sa requête, tu vois? Et donc c'est d'arriver à avoir cet œil ouvert là-dessus, de se dire: «Attention, là, je suis en train de me faire, influencer, voire manipuler. Attention, vigilance. Est-ce que c'est OK pour moi?» Si c'est OK, il y a aucun problème, on accepte le jeu d'influence, il y a pas de problème. Je veux dire, moi, Fadler qui me dit, «Tiens, j'ai vu, le film machin, vraiment Christophe, je t'invite à le regarder, je suis sûr que ça va te plaire» et cetera. Il m'influence à regarder ce film-là, et si ça me semble pertinent et OK par rapport au goût ou à mes valeurs et cetera, bah, je dis: «OK, je vais regarder le film effectivement», et Mhm. puis peut-être que ça me plaira, peut-être que ça me plaira pas, mais on s'en fout. Tu vois? Donc c'est d'arriver à détecter ça et savoir que parfois dans certaines situations, et notamment avec les entreprises commerciales, oui, de plus en plus certaines, utilisent des techniques de neuromarketing pour nous influencer dans notre décision d'achat. Bah, savoir détecter ça et de se dire: «OK, j'accepte ou pas cette technique d'influence, mais je l'ai vu, je l'ai identifié, donc OK, pas de problème, mais c'est OK pour moi». Mhm. Je vais prendre un exemple très simple là. Il y a un biais cognitif auprès duquel on est tous confrontés, consciemment ou pas. Ça, c'est un truc, qui est vraiment très, très particulier, qui s'appelle le biais de confirmation. Pourquoi je parle de ça? Parce que j'en discutais avec un ami entrepreneur il y a pas longtemps, et je lui exposais mon point de vue sur un sujet en particulier, et j'alimentais, mon point de vue au travers d'exemples que je disais: «Voilà, tu vois, je te confirme, j'ai lu ça à tel endroit» et cetera. Et il me dit: «Mais oui, mais là, en fait,
tu es en train d'appuyer ton truc sur des. Tu vas ne voir que les articles qui valident ce que tu es en train de me dire. Et il avait raison. Et il avait raison. Parce que, bien sûr, je sais pas moi, si on pense que, par exemple, on se dit, tiens, je pense que le café, c'est bon pour la santé. Donc, je vais chercher ou trouver des articles, même scientifiques, qui vont démontrer que le café, c'est bon pour la santé. Mhm. Et c'est peut-être pas vrai, j'en sais rien. Moi, je suis pas scientifique sur le sujet. J'aime bien le café tout court. Donc, c'est pas pour, c'est pas parce que c'est bon pour la santé, parce que j'aime bien tout court. Mais si je pense que c'est également bon pour la santé, donc je vais trouver que des articles Et ou des, des- encore, des documents qui vont me conforter bien, dans cette idée-là. c'est ça. Et ça, c'est vachement dangereux, tu vois, parce que finalement, on se confronte pas à des opinions contraires. Et pour pallier à ce truc-là, pour pallier à ça, justement, c'est d'aller se confronter à des opinions contraires. Tu vois, pour vérifier si ce qu'on pense est juste ou pas. Tiens, moi, je pense que le café est bon, mais peut-être qu'il y a des articles qui démontrent que le café, c'est nocif pour la santé. Bah, pourquoi pas? Ça va me déranger forcément, tu vois, si je lis ça. Mais c'est important de le faire, tu vois, et c'est important d'ouvrir son esprit, tu vois. Pas d'être que dans une pensée unique. Tu vois, ça, c'est vachement important, mais au contraire, de s'ouvrir sur d'autres choses et de se dire, tiens, peut-être que oui, peut-être que non. Tu vois, j'ai fait une vidéo là dernièrement qui va être diffusée officiellement là, le 13 septembre là, pour un groupe de musique de hard rock. Le hard rock, c'est pas du tout ma came, hein. Pour autant, j'ai fait la vidéo de leur dernier single. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que, bah, déjà, parce que j'aime bien faire de la vidéo, bien sûr, mais en même temps, je me suis dit, tiens, c'est bien, c'est une opportunité pour moi pour m'ouvrir à un style de musique que j'affectionne pas spécialement, tu vois. Mais ça me permet de m'ouvrir à ça et d'élargir un petit peu mon horizon sur les différents types de musique, les différents genres musicaux. Dire, OK, c'est bien finalement, je trouve ça plutôt pas mal, enfin, ce type de musique de hard rock. Peut-être que tout le hard rock n'est pas bon, mais en tous les cas, ce que j'ai entendu là dans ce type de musique, je trouvais ça pas mal pour le coup. Le groupe en question était sympa en plus. Enfin, je veux dire, c'était cool, quoi. C'était une belle expérience pour moi. Donc, tu vois, ça m'a ouvert sur autre chose. Donc, c'est important aussi pour chacun d'entre nous voilà, de se confronter à des opinions contraires et puis de pas penser que de toute façon on détient la vérité parce que c'est juste pas possible. Et puis nos opinions sont régies par nos croyances qui elles-mêmes sont régies par plein de trucs. Donc, faut être vigilant aussi là-dessus, quoi. Donc, ce qui veut dire que, Christophe, si je comprends, si on prend on se rapproche du neuromarketing, on va dire que ben, quelque part, là, le neuromarketing nous amène aussi à avoir une certaine ouverture d'esprit pour non pas forcément adhérer à ce qui n'est pas, si je peux dire ça, en disant en français, adhérable à nos valeurs, mais d'être ouvert sur se dire, OK, ben, tiens, qu'est-ce qu'ils ont, en fait? Qu'est-ce qui fait qu'ils se décident d'être comme ça ou de faire comme ça? Et pour nous faire grandir aussi quelque part. Et pour nous dire que voilà, pour nous permettre d'être plus adaptables aussi euh, dans les changements, dans les mouvements qu'il peut y avoir euh, dans cette vie-là, en fait. Je trouve que c'est intéressant. Donc, le fait de se dire, Ouais, OK, c'est important. reste l'esprit ouvert. C'est important. C'est important d'avoir une vision globale autant que possible, bien sûr, parce que ça n'empêche pas qu'on va forcément plutôt regarder ou observer des choses qui nous intéressent, qui nous passionnent ou qui nous plaisent tout simplement. Mais c'est important aussi de temps en temps de sortir un petit peu de ça, d'avoir cette vision globale. Je vais prendre un exemple qui a été, enfin, qui a été utilisé d'ailleurs. Je ne sais pas si c'est une expérience qui avait été menée dans la recherche des neurosciences, mais ça a été utilisé en tous les cas pour illustrer ça au travers des neurosciences qu'on appelle la- merde, ça s'appelle la perception centrale ou contextuelle, je sais plus. Enfin bref, vous avez certainement vu ça sur YouTube, cette vidéo-là, ou en tous les cas, peut-être que sans vous le dire, on vous a proposé de participer à cette expérience-là. On vous dit, voilà, on va vous montrer une vidéo. C'est une équipe de basket. Enfin, il y a deux équipes de basket qui jouent et les gens se passent le ballon et vous allez calculer le nombre de fois que le ballon il est passé de main en main pour chaque équipe. Donc, vous allez calculer ça. Et puis, à la fin, on comptera. Donc, les gens regardent la vidéo, disent, bah oui, tiens, telle équipe s'est passé le ballon 8 fois, l'autre équipe s'est passé le ballon 10 fois. OK, les chiffres sont bons, il n'y a aucun problème. Mais est-ce que vous avez vu à un moment donné dans la vidéo
un gars déguisé en gorille passer de droite à gauche de l'image et arriver au milieu de l'image, de s'arrêter et de tourner sur lui-même en montrant les mains comme ça et repartir. Est-ce que vous avez vu le gorille? Bah non, j'ai pas vu de gorille moi. Alors, on va regarder la vidéo et puis je vais vous la passer au ralenti. Et là, d'un coup, tu vois ça, tu dis: «Punaise, je l'ai pas vu le gorille», alors qu'il était là effectivement. Parce que notre attention était tellement focus sur le fait, sur l'instruction de départ qui avait été donnée, dire: «Je vais compter le nombre de passes du ballon» et cetera. Tu regardais que le ballon, tu regardais que ça. Et c'est pour ça que je dis que c'est bien de temps en temps de se dire: «Attends, OK, j'ai là d'un coup j'ai, une perception de la situation de telle manière, mais on va sortir du cadre». C'est pour ça que la vidéo, c'est vachement bien parce que c'est un outil neutre qui montre tout. Mm. Nous, en tant qu'humains, on a je reviens sur cette histoire de biais, cognitifs, on est tous biaisés dans notre manière de percevoir le monde et on le voit très, très bien aussi, par rapport à enfin, aux croyances que l'on a et cetera, qui peuvent évoluer avec le temps et c'est OK. Je veux dire, on en tant qu'être humain, c'est tout à fait normal. On a un mode de perception qui est tout à fait normal. Mais en même temps, c'est bien de se poser à un moment donné, de se dire: «Attends, j'occulte 2 secondes de mes croyances, mes opinions et je vais regarder un petit peu les choses de manière, entre guillemets, «neutre» en tant qu'observateur, spectateur et cetera, quoi. Sans aucune, insertion d'opinion, d'avis, de croyance quelconque et j'observe le truc, tu vois? Et donc ça, c'est bien de se poser de temps en temps de cette manière-là parce que c'est vrai qu'on a sinon on a forcément tendance à ne voir que ce qu'on croit. C'est ce que j'ai fait une vidéo là-dessus, on ne voit que ce qu'on croit. Et effectivement, si on croit que le café est bon, bah, je ne verrai que des informations qui confirment cette croyance-là, quoi. Donc, en quelque sorte, le neuromarketing peut amener, en fait, peut nous aider à avoir une meilleure compréhension de soi, en fait, en quelque sorte, parce que ça nous permet Ouais. à ralentir, ça nous permet de ralentir, et puis voilà, d'avoir une plus de recul et de se dire de, OK, je comprends là maintenant qu'il y a moi entre ce que je pense, que je crois, et l'autre réalité qu'il y a aussi, qui existe, et que j'ai besoin d'en tenir compte et pour pouvoir finalement trouver mon équilibre. Donc, je trouve que Et je donne pas mal d'exemples d'ailleurs dans mon livre par rapport à ça, tu vois, pour le consommateur lambda, tu vois, versus l'entrepreneur, qui va utiliser le neuromarketing. Mais pour le consommateur lambda, tu vois, qui est confronté à des techniques de neuromarketing, quand il va faire des actions, enfin, qu'il va faire un achat ou qu'il a l'idée de faire un achat, voilà, de faire attention, de savoir détecter, en fait, quel est le biais, éventuellement qui peut être utilisé, là, par l'entreprise en question. Enfin, quelle est la technique ou l'outil de neuromarketing qui peut être utilisé pour, m'amener à acheter, quoi, en fait, chez lui. Et pour revenir à l'entrepreneur aussi, parce que j'ai essayé de mettre, justement montrer les deux versants de la situation, le consommateur et l'entreprise. Et pour l'entreprise, justement, essayer de trouver quelles sont les techniques, intéressantes à exploiter pour booster ses ventes, hein, mais encore une fois de manière, éthique et responsable. J'insiste sur ces termes-là parce que on peut très, très vite être tenté d'utiliser la force pour devenir un Dark Vador, et cetera, tu vois? Donc c'est pas l'idée, il faut rester un Jedi, donc d'utiliser la force pour la bonne cause et je fais référence à Star Wars, alors moi plutôt qui suis fan de Star Trek. D'ailleurs à la fin de l'interview, on fera ça, yeah. on fera le salut Vulcain et donc oui, il s'agit pour une entreprise de voilà, d'utiliser ces techniques de neuromarketing, mais vraiment pour le bien-être, tu vois? Je vais prendre un exemple très simple parce que, quand on prend par exemple YouTube ou Netflix, utilise aussi ce type de stratagème avec les algorithmes derrière qui sont, mis en place, notamment aujourd'hui encore plus avec l'IA, et cetera. Qu'est-ce que fait YouTube ou Netflix? Eh bien, ils vont nous suggérer des vidéos ou des films qui vont être en accord avec ce qu'on a déjà vu précédemment. Ce qui est bien en soi, parce que moi, par exemple, si je regarde des vidéos sur le neuromarketing et puis que d'un coup, YouTube m'affiche des vidéos sur le tricot. Tricot, c'est intéressant, mais moi, c'est pas un sujet qui me passionne plus que ça, quoi. Donc du coup, je risque de sortir de YouTube, de plus y aller, tu vois, sur YouTube. Donc l'entreprise YouTube, ce qui l'intéresse, c'est que les gens restent sur YouTube. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te suggérer des vidéos qui sont en cohérence avec ce que tu as déjà regardé. Mhm.
Ce qui est bien, mais pas bien aussi d'un autre côté, parce que du coup, ça te renferme uniquement sur ce que tu Oui. aimes et ça t'incite pas à aller regarder des sujets qui, a priori, c'est pas des sujets sur lesquels tu vas aller spontanément, tu vois. Donc, mais moi, j'aime bien tricher un peu avec YouTube et volontairement, de temps en temps, je biaise l'algorithme en allant voir des vidéos sur des sujets que je regarde pas du tout, mais pour biaiser le truc, je fais ça volontairement. OK. Merci Christophe, vraiment pour tous ces partages. Et je vais aller sur le Alors, super important, Fadler, avant de Allez-y, terminer, vas-y. super important. Acheter mon livre. Pourquoi? Et pas demain, maintenant. Pourquoi? Parce que dedans, je vous livre un plan d'action. Donc, c'est du concret, c'est plus juste de la théorie. Du concret, un plan d'action sur 6 mois. Pourquoi 6 mois? Pourquoi pas 6 semaines? Tu vois, je vois beaucoup, moi, de gens qui proposent des formations sur 6 semaines. Non, ça, c'est du pipeau, ça. Alors, ça, comment on appelle ça? C'est du bullshit. Voilà, ça, c'est du marketing de bas niveau. Moi, j'adhère pas à ce truc-là. Sur 6 mois, ça, c'est sérieux, quoi. Quand on tombe sur des choses qui sont comme ça, sur des durées d'au moins 6 mois, on se dit là, ça devient sérieux. Et effectivement, si vous souhaitez avoir quelque chose qui ramène du chiffre, parlons clairement, hein, on va être cash, si vous voulez avoir du chiffre. Voilà, moi, je vous propose un plan d'action sur 6 mois, donc qui se base sur plein d'éléments que j'aborde dans le livre. Si vous mettez en application tous ces éléments-là, dans l'ordre que je l'évoque, si ça marche pas au bout de 6 mois, vous me le dites, je vous rembourse l'achat du livre, sans problème. Et je Super. vous offre même une Et, heure de coaching en plus. et j'encourage les gens, clairement, parce que moi-même, c'est un livre qui est très intéressant. Et donc, j'ai suivi depuis, je ne dis pas les débuts, mais on a discuté depuis que tu avais l'intention d'écrire ce livre. Et, et je crois que, en fait, on a vraiment discuté de beaucoup de choses que je trouve qui étaient vraiment excellentes d'écrire ce livre. Donc, du coup, moi, je peux qu'encourager les gens à se procurer ce livre. Et ce plan sur 6 mois, c'est un plan aussi qui va permettre aux gens de mieux découvrir le neuromarketing et mieux l'appliquer aussi dans leur business, dans leur vie au quotidien. Pourquoi? Parce que, en fait, le marketing est partout et comment l'utiliser et l'utiliser au mieux avec ces techniques de neuromarketing est un atout, est une opportunité pour que les gens puissent se déployer, puissent vraiment décupler leur impact, si je peux dire, comme ça, dans mon jargon, de total impact. Et donc, c'est un bon moyen. Donc, j'encourage vraiment à procurer le livre. Et, euh, et sur cela, Christophe, moi, j'aimerais te poser une question. Euh, la question avant qu'on passe à la fin de l'interview, c'est comment une petite entreprise peut-elle intégrer des techniques de marketing sans un gros budget? Et puis, l'autre question va être comment euh, tu vois l'évolution du neuromarketing dans les prochaines années. Et j'en aurai une dernière question qui va être euh, à la suite de ces deux questions. Alors, pour répondre à la première question, pour un entrepreneur, comment intégrer le neuromarketing dans sa stratégie commerciale sans investir des milliers d'euros? Avec déjà ça coûte une vingtaine d'euros sur Amazon, hein. Vous pouvez vous procurer sur Amazon directement, comme ça vous serez livré chez vous directement. Déjà ça vous donnera de très, très bonnes bases, ce livre, Guide pratique du neuromarketing pour entrepreneurs. 12 Voilà, vous le astuces pour procurez augmenter votre chiffre d'affaires en en 6 mois. 6 mois. 6 C'est mois, voilà. c'est extra. Donc, c'est 24 euros. Donc, euh, c'est vraiment pas cher. C'est le prix d'un restaurant. Enfin, je dirais que c'est vraiment Voilà. le moment donc d'investir sur quelque chose qui va amener des résultats sur la durée. Et donc, moi, j'encourage largement les gens. Donc, on voit le lien à la fin.
Donc, s'il te plaît, tout le monde, allez, lancez-vous. Le contenu de Christophe, c'est un très bon contenu et c'est un expert qui te parle là-dedans, dans ce livre, pour t'aider à tout simplement décupler ton impact. Et s'il faut même prendre le livre Neuromarketing de Christophe et prendre son livre aussi sur la vidéo. Hein. T'as un autre livre que tu as écrit qui est, ce que j'ai d'ailleurs, qui est le marketing vidéo et qui est le livre écrit avant le neuromarketing. Donc, c'est-à-dire que tu as tout un package pour le public. Et merci Christophe pour ce que tu fais, pour ton influence, ton impact dans ce monde. Alors, j'ai pas répondu à ta deuxième question quand même, Fadler, hein. Yes. Donc, la deuxième question, c'était... T'en avais une troisième aussi. La troisième, c'est, je te le dirai à la fin. Donc, la deuxième question, c'est comment tu vois l'évolution du neuromarketing dans les prochaines années? Alors, moi, je pense que c'est ce que je peux en voir en tous les cas, c'est que ça va se développer de plus en plus. D'autant avec toutes les applications qui utilisent l'IA aujourd'hui. C'est vrai qu'on a de plus en plus de possibilités de mettre en place des outils de neuromarketing. Ça devient plus simple et plus rapide de le faire. Donc, après, tu sais, il y a toujours cette question. Alors, c'est pas le sujet, c'est pas tant le sujet de mon livre. Je fais un peu référence quand même, mais c'est pas vraiment le sujet principal, hein. Mais il y a quand même de toute façon une question effectivement éthique à se poser par rapport à tout ça, parce que euh, on est dans une société capitaliste de consommation, etc. Moi, j'ai rien contre ça, hein. Je sais pas, pour moi, ça reste juste un système comme un autre. C'est juste encore une fois, tu vois, c'est pour moi vraiment en amont de tout ça, que ce soit le système capitaliste dans lequel nous vivons aujourd'hui en Occident notamment, que ce soit l'outil neuromarketing, que ce soit l'intelligence artificielle, enfin bref, toutes ces choses-là qui, comment elles sont utilisées, ça peut être pour la bonne cause ou pour manipuler les gens. C'est pour ça que je reviens toujours à la question de base, quelle est l'intention en amont de tout ça? Moi, je vous invite à réfléchir, chacun d'entre vous, à votre intention avant de dire je vais utiliser le neuromarketing, etc. Parce que moi, quelqu'un qui vient me voir en me disant bah tiens, j'ai envie d'utiliser le neuromarketing, et puis éventuellement, Christophe, j'aimerais bien que tu me coaches et tout par rapport à ça, parce que j'ai envie de manipuler les gens pour les obliger à acheter chez moi. Moi, quelqu'un qui vient me voir avec cette intention-là, c'est no way, tu vois, tu prends la porte, au revoir, quoi. Moi, je ne travaille pas avec des gens qui viennent avec ce genre d'intention. Parce que pour moi, l'intention, c'est vraiment ce qui est à la base de tout. Peu importe ce que tu utilises comme outil derrière, quoi. Parce que l'outil est neutre en lui-même. Mais si ton intention est sombre et noire et tout ce que tu veux, moi, ça m'intéresse pas. Je veux pas d'intention négative ou qui viennent abuser ou profiter des gens. Ça m'intéresse pas, ces gens-là. Donc, bien être clair avec son intention déjà au départ. Donc, à partir de là, bien, les évolutions technologiques font que, bah, il y en a toujours eu, et encore plus depuis 200 ans, évidemment, depuis la révolution industrielle. Mais si l'intention, elle est cool, moi, que tu utilises le neuromarketing, l'IA ou un marteau, pour moi, c'est égal, hein, si c'est pour la bonne cause, hein. Okay. Tu vois ce Très que... bien, Christophe. Merci beaucoup. La troisième question, avant qu'on termine, et donc avant qu'on termine, je pense qu'on aura, tu sais bien, tu penses bien déjà qu'on aura une dernière question. Mais la troisième question, c'est, quelle partie du livre tu as pris le plus de plaisir à écrire et pourquoi? Euh, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'en fait, si je dois en choisir une seule pour répondre à ta question, je dirais que c'était surtout, et je l'ai évoqué déjà tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus en détail, Mhm, mais c'est surtout la partie où j'explique comment nous, en tant que consommateurs, on doit se protéger, entre guillemets, des actions marketing ou commerciales qui utilisent justement des techniques de neuromarketing pour nous influencer dans nos décisions d'achat. mhm, Et donc, ça veut dire qu'il faut apprendre à se connaître. Ça veut dire qu'il faut apprendre à connaître tous les différents biais cognitifs, en tous les cas les principaux, et vous les retrouverez encore une fois dans mon livre, justement, pour vous prémunir et faire être vigilant là-dessus. Mais c'est vraiment apprendre à se connaître pour pas se retrouver manipulé
sans s'en rendre compte, heu, parce que ça peut aller très, très vite. Ça peut aller très, très vite. On peut se faire vite Mhm. avoir. Moi, le premier, Mhm. hein, je me suis déjà fait, avoir bêtement et après coup, je me suis dit: «Mais mince, mais oui, j'ai pas vu le coup venir» et puis voilà. Donc c'est là où j'ai pris, le plus de plaisir parce que je me suis vraiment mis dans l'idée de me dire: «Mais OK, c'est bien en tant qu'entrepreneur de savoir comment utiliser cette technique-là, mais en tant que consommateur ou en tant que personne tout court, comment je fais?» Parce que sans même parler d'être consommateur, je veux dire, on peut avoir des gens qui, enfin, en général, c'est plutôt effectivement dans des actes commerciaux que ça se révèle, mais on peut avoir aussi des gens qui voilà, qui peuvent profiter de notre gentillesse, Mhm. qui vont abuser de nous. Vous savez, ce principe, on dit: «Trop bon, trop con», bah, oui, parfois ça peut être le cas, quoi. Donc faire attention aussi avec les relations qu'on établit avec certaines personnes et puis, il y a parfois, il y a il y a ce qu'on appelle les pervers narcissiques, donc ce sont des manipulateurs également, donc faire Mhm. attention aussi à ça. Et cette partie-là que tu évoques, je trouve que c'est super intéressant. En fait, ça montre aussi les valeurs que tu dégages, en fait, en tant que personne. C'est ce côté, en fait, il y a un côté gagnant-gagnant. C'est-à-dire qu'en même temps, et c'est là aussi, si on va sur du côté de l'éthique, du respect, enfin, des valeurs, etc., on va se rendre compte que le neuromarketing peut être un très bon outil. Et pourquoi? Parce que là, tu évoques ce côté-là où vraiment l'important, c'est comment on l'utilise, et c'est de l'utiliser en faveur de l'entrepreneur et aussi en faveur du client. Mmh, Et là aussi, ce que j'aime, c'est que pour moi, qui est passionné de leadership, tu amènes une notion de responsabilité. C'est-à-dire que tu amènes le client à aller plus loin. Va plus loin dans ce concept de neuromarketing pour mieux te connaître. En te connaissant mieux, ben, tu sauras gérer tes émotions entre force de volonté et émotion. Et là, quand il y a l'équilibre entre volonté et émotion, on sait qu'on est sur des résultats explosifs. Et ça, je trouve que c'est super intéressant et ce qui donne encore plus envie à lire le livre et avec une compréhension sur ta manière de voir les choses. Et pour moi, c'est juste excellent. Et vraiment, moi, j'encourage nos auditeurs à vraiment prendre en compte ça et à savoir que le neuromarketing, c'est pas une mauvaise chose, c'est une question de responsabilité. OK. Donc, quand je vais dans une boutique auquel je vais chez un entrepreneur pour acheter quelque chose, qu'est-ce que j'achète? Pourquoi je l'achète? Et cette question-là va nous amener à se questionner, OK, qui suis-je? Pourquoi je fais ce que je fais? Pourquoi je décide cela? Et en quoi ça va m'aider? En quoi ça va m'apporter? Et là, on a une sorte d'équilibre qui se pose. On se dit, bon, j'ai choisi de le faire parce que telle ou telle chose. Et donc, finalement, on a des résultats qui seront que positifs. Et si on comprend bien sur ton approche, c'est que neuromarketing amène à cette notion de responsabilité et mmh. tout le côté éthique et du neuromarketing qu'on peut mettre en valeur et comprendre que c'est pas une mauvaise chose en soi, mais c'est la manière dont chacun va l'utiliser. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que tu dis, bah, quelqu'un qui vient à une mauvaise intention, moi, je veux utiliser le marketing pour manipuler les gens plus âgés que chez moi et que chez moi. Et tu leur dis, écoute, tu prends la porte tout de suite. Et celui qui vient avec une intentionnalité, moi, je veux impacter, je veux amener plus à mes clients, mieux les servir. Comment tu peux m'aider à utiliser les techniques de marketing? Et là, tu vas leur dire, bienvenue. C'est tout, c'est une question de responsabilité. Et merci Christophe pour ce partage. Je trouve que c'est vraiment excellent cette partie-là, ce côté, et je trouve que c'est la partie aussi qui est la plus profonde aussi dans le livre, le fait que tu amènes quelque chose pour montrer aux gens. En fait, on n'est pas là pour dire des choses, mais que dire des choses, mais on est là pour permettre aux gens de mieux se connaître. Et je pense qu'il n'y a pas mieux à ça dans un livre tel que ce livre de neuromarketing euh, pour nous. Donc, merci à toi, Christophe. Et je vais passer à notre dernière question pour conclure. Non, y a-t-il un message ou un conseil particulier, Christophe, que tu souhaites transmettre aux auditeurs du FC Leadership Podcast par rapport à ton livre. Et voilà, et en posant cette question, ça me donne envie de finir avec cette question. Comme ça, tu as deux questions à répondre.
Donc, je te surprends avec des questions. Donc, la dernière question sera, quels sont tes projets après la publication du livre Le neuromarketing, le guide du neuromarketing pour les entrepreneurs? Merci pour le temps que tu prendras pour répondre à ces questions. Voilà. Euh, en t'écoutant là, me poser la question, quel est le meilleur conseil que je pourrais donner? M'est venu les propos tenus par un de mes philosophes préférés, un très grand philosophe, un monsieur pour lequel j'ai énormément de respect et d'estime, qui a dit un jour, alors en plus il l'a dit en anglais, il a dit Be aware, soyez aware. Et ce monsieur s'appelle Jean-Claude Van Damme, hein. Alors évidemment, quand je dis le nom de ce monsieur-là, évidemment, ça fait sourire pour différentes raisons. Mais en même temps, quand il a dit ça ce jour-là, dans le fond, il avait quand même pleinement Mhm. raison. Mhm. Et aware, ça veut dire qu'il faut être ouvert, il faut être Mhm. attentif en d'autres termes. Et c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure dans notre échange. C'est-à-dire qu'il faut être vigilant sur notre manière de fonctionner qui consiste à vouloir ne voir que ce qui nous plaît ou nous intéresse, ce qui est bien en soi, bien sûr, parce que de base, il faut quand même aller explorer ce qui nous plaît le plus et ce qui nous passionne le plus. Mais en même temps, il me paraît essentiel d'avoir une ouverture d'esprit, enfin, en tout cas pour développer son ouverture d'esprit, de s'intéresser à minima à des sujets pour lesquels on n'a pas spontanément d'appétence, tu vois, mais se Mhm. dire, tiens, je vais te donner un exemple très simple, tiens, Fadler. Moi, enfin, je vais avoir en tous les cas dans quelques jours, je vais avoir 58 ans. Et pendant mes 57 premières années, il y a un jeu qui s'appelle les échecs. Et c'est un jeu que j'avais essayé, je me rappelle, à essayer de comprendre comment ça se joue, et cetera. Et ça m'avait un petit peu dégoûté parce que je m'étais dit: «Ouais, c'est trop compliqué, c'est pour les intellos, je comprends rien, ça me saoule», enfin bref. Et puis il y a quelques mois, au printemps dernier, il y a quelqu'un qui m'a dit: «Tiens, est-ce que ça t'intéresserait d'apprendre à jouer aux échecs?» Et là, je me suis dit: «Tiens», par rapport à cette idée de m'ouvrir à des choses que je ne connais pas, Mhm. je me suis dit: «Tiens, voilà, c'est une belle opportunité pour moi». J'ai OK banco, apprends-moi à jouer aux échecs. Et ça fait maintenant depuis, 5 mois maintenant, ouais, c'est ça, 5 mois que j'ai appris à jouer aux échecs et aujourd'hui, je suis devenu passionné par ça, quoi. Passionné par ça, toi, je me suis abonné à une chaîne YouTube d'un maître international d'échecs, français, heu et franchement, ça me passionne ce jeu-là et c'est cool, quoi, parce que c'est pareil, tu vois? Ça répond aussi, enfin, en tous les cas, ça intervient aussi dans cette idée que, quand on a un capital de neurones qui nous est attribué à notre naissance et qui diminue avec l'âge. C'est comme ça, c'est OK. Sauf que ça ne veut pas dire qu'arrivé à 60 ans, 70 ans, voire plus, on devient, sénile et complètement, bref, c'est pas ça l'idée. C'est que si on fait travailler son cerveau, on peut rester avec, on le voit, hein, il y a des personnes qui ont 90, 100 ans, qui sont très lucides, et qui ont une vivacité d'esprit, comme s'ils avaient 20 ans, pour caricaturer un petit peu, mais on est proche de la vérité quand même, hein. Et pourquoi? Bah, tout simplement, ce sont des gens qui ont fait travailler leur cerveau. Il y a un truc qui est très bon, justement, que j'ai appris, avec les neurosciences pour faire travailler son cerveau. En fait, c'est tout simple, hein, le cerveau, donc on a des neurones et puis entre chaque neurone, il y a, des espèces de petits filets qu'on appelle des synapses. Mhm. Et donc, il suffit simplement avec les neurones qui sont présents de créer de nouvelles connexions synaptiques qui vont permettre au cerveau de continuer toujours de rester toujours vif, toujours alerte, de continuer à se développer et pour y arriver, eh bien, il s'agit tout simplement d'apprendre de nouvelles choses. Donc moi, par exemple, dernièrement, ça a été les échecs, mais ça peut être d'apprendre, là, j'ai un ami là qui s'est mis à la peinture, voilà, il faut trouver le truc qui quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi tout simplement d'aller voir Fadler et de lui dire: «Bah, tiens, moi j'ai envie de leadership, je connais pas, est-ce que tu pourrais m'apprendre?» «Ah ouais, pas de problème, t'apprendre le leadership, Mhm. Total Impact», tu vois? C'est aussi simple que ça, quoi. Puis si C'est vous ça, voulez apprendre la vidéo, bah, vous venez me voir évidemment. c'est ça, c'est ça. En fait, c'est Et ce qui c'est est d'être ouvert sur les choses parce qu'en fait, on apprend énormément
quand on a un esprit d'ouverture, en Donc, fait, be aware, voilà, c'est ça. be aware, ça nous permet d'être, en fait, d'être avant-gardiste sur les choses aussi, hein, et de pouvoir anticiper. Moi, je trouve que être dans l'esprit comme tu as dit, de be aware, c'est d'arriver à nous nourrir aussi de ce qu'on est, de ce qu'on peut de ce qu'on peut développer au fil de notre existence. Que c'est comme ce jeu d'échecs où tu vas te rendre compte que tu vas apprendre énormément de choses. Et pourtant, au début, c'était vraiment quelque chose que tu pouvais détester, en fait. Moi, je vais me donner un exemple très simple. Je dis, pour ma petite histoire, je me rappelle que quand j'étais enfant ou plus jeune, dire qu'en fait, je n'aimais pas l'espagnol. C'est la langue que je n'aimais pas du tout. Je me rappelle que ma mère me disait, mais toujours, mais apprends l'espagnol, tu sais jamais où tu seras. Voilà. Je dis, maman, de toute façon, moi, je ne vais jamais dans mon pays. Tu vois, quand tu dis, tu réfléchis même pas à ce que tu dis. Hein. Je serai jamais dans un pays où ils parlent espagnol. C'est pas ma langue. Je me rappelle à l'école, c'était vraiment les cours et cours d'espagnol. Je faisais jamais vraiment de bonnes notes, très mauvaises notes. Tu vois, c'était vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et je sais, mon premier voyage dans un pays étranger, ce fut dans un pays où on parle espagnol. Et je suis arrivé, je parlais pas du tout la langue, je comprenais rien du tout. Et je me suis rendu compte qu'il fallait me débrouiller pour vivre dans ce pays-là. Il fallait que je puisse travailler, aller occuper mes affaires. Et je me suis rendu compte que, en m'ouvrant à ce langue-là, à cette nouvelle culture, cette nouvelle langue, en 3 mois, j'avais appris l'espagnol. Je sais pas comment j'ai fait, mais en 3 mois, j'avais appris. Et en restant sur l'esprit be aware, c'est-à-dire que, en fait, c'est important parce que aujourd'hui, l'espagnol, parmi les langues que je parle, est devenu une des langues d'influence pour nous. C'est-à-dire que dans Hmm. beaucoup d'endroits que j'arrive, en fait, je fais de la traduction. J'ai travaillé avec une société où je suis arrivé à un moment donné. Donc, en fait, ils me demandaient, en fait, au bout d'un moment, ils avaient besoin de quelqu'un qui pouvait traduire, faire des échanges entre l'anglais et l'espagnol. Je me sens, en fait, mais si, je peux vous aider, je peux le faire. Ils avaient besoin d'un immédiat, que je peux le faire. Et je me suis rendu compte que je passe par des situations, très souvent, je vais jongler entre les langues espagnol, anglais, français et le créole que je parle aussi. En fait, être ouvert t'amène à des choses dans la vie que tu t'en rends même pas compte. Et je me suis dit, ma mère, elle avait raison. Je me rappelais, je dis, mais ça m'intéressait pas cette langue-là. Mais aujourd'hui, c'est une langue que je suis très, très reconnaissant de l'avoir appris. Et surtout de l'avoir appris en 3 mois, c'était un véritable challenge parce qu'il fallait trouver tu fallait trouver les choses. Il fallait trouver Hmm. où acheter à manger, enfin, il fallait discuter, dialoguer. Eh ben, aujourd'hui, je peux dire que, en fait, soyez ouverts dans la vie et respectez bien sûr vos valeurs. Hein. Soyez authentique avec vos valeurs, soyez intègre avec vous-même, en fait, ne faites pas de compromis avec vos valeurs, ça c'est clair, mais ne faites pas de compromis avec vos valeurs ne veut pas dire se renfermer. On veut entendre que ce qu'on connaît et vivre de que ce qu'on connaît parce que on peut apprendre énormément de choses. Et merci Christophe pour ce partage sur l'échec. Et donc je pense que on a vraiment pu échanger sur vraiment l'essentiel de cette interview-là. Et donc, la dernière question pour terminer, Christophe, c'est quels sont tes tes prochains projets après la publication du livre, le guide du neuromarketing. Bah, c'est vrai que j'en suis à mon troisième livre, parce que là, j'ai écrit 2 livres, entre guillemets, enfin, même pas entre guillemets, j'ai écrit 2 livres de non-fiction. Et entre les deux, pour me distraire un petit peu l'esprit, j'ai écrit un roman, donc une fiction qui s'appelle Chronique quantique. Vous pouvez retrouver également sur Amazon. Et je me suis posé la question pour alterner, justement. Je me suis dit, c'est pas mal, tiens, de faire un livre non-fiction, un livre de fiction, tu as alterné.
euh, probablement que le prochain livre que j'écrirai sera un livre de fiction. J'ai deux, trois idées en tête là qui me sont venues. Je me dis, tiens, ce serait pas mal d'explorer ça. Parce que ce qui est intéressant aussi avec avec la fiction, pardon, c'est qu'on peut faire passer des messages. Parce que ça, c'est aussi un truc, tu vois, en neuromarketing qui est très puissant, c'est le storytelling, tu vois, de raconter des histoires. Et on sait très bien que ce sont les histoires qui impactent aussi beaucoup, parce que là, pour le coup, quand on raconte une histoire, il y a un côté émotionnel très fort dans les histoires, Mhm. donc ça impacte de fait. Et voilà, pour passer des messages, je me suis dit, ce serait pas mal que je fasse un livre de fiction, justement, sur des sujets qui me plaisent beaucoup. Et je dois admettre que à ce niveau-là, il y a deux auteurs qui m'inspirent par rapport à ça. Il y a Laurent Gounel et Bernard Werber. Bernard Werber, là, le dernier livre là, que j'ai commencé à lire, là, qui s'appelle La Diagonale des Fous, justement, c'est un livre sur des joueurs d'échecs. C'est un peu pour ça que je me suis orienté vers son livre à lui, enfin ce livre-là là, qu'il avait écrit. Et puis Laurent Gounel aussi, le dernier livre que j'ai lu de lui, c'est le philosophe qui n'était pas si sage, hein, qui est intéressant aussi parce qu'il montre, je trouvais ça marrant son bouquin parce que il fait vraiment passer des messages justement sur l'influence que peut avoir notre société, sur notre manière de fonctionner, etc. Et bon, je vais pas pitcher le bouquin et puis je vais pas le spoiler surtout, mais voilà, voilà, si vous voulez les découvrir, vous allez retrouver ça entre autres sur Amazon. Donc Laurent Gounel, le livre, le titre c'est Le philosophe qui n'était pas si sage, et Bernard Werber, c'est La Diagonale des fous. Deux livres de fiction que je trouve super intéressants et passionnants à lire. Et voilà, ce sont deux personnes qui m'inspirent, tu vois, par rapport à ce style de livre de fiction. Et voilà, j'ai envie de faire un peu dans. Je vais pas copier évidemment, parce que je vais écrire avec mon propre style, quoi, bien sûr, mais dans le style de livre, voilà, c'est un petit peu ça que j'ai envie de faire. J'ai fait une tentative là, avec ce livre Chronique Quantique, mais je vais développer un peu plus cette façon d'écrire aussi. Ok. Super, merci Christophe. Donc voilà, on arrive à la fin de l'interview. Maintenant, où est-ce qu'on peut trouver ton livre, ce dernier livre-là, donc par quel moyen les gens peuvent l'avoir? Et puis, euh, et puis comme ça, tu nous donneras le mot de la fin sur cette interview. Alors pour vous procurer le livre, vous pouvez, pour faire simple, vous allez directement sur mon site internet christophetrain.fr. Il y a une sous-rubrique dans l'onglet ressources où il y a une sous-rubrique qui s'appelle livres. Là, vous allez retrouver tous les livres que j'ai écrits et le guide pratique du neuromarketing pour entrepreneurs, vous allez le retrouver. Donc, il y a un lien pour aller directement sur la version papier ou un lien pour aller sur la version Kindle parce que pour l'instant, aujourd'hui, on ne le trouve que sur Amazon. Donc, voilà. Donc, faites ça. Vous allez sur christophetrain.fr, vous cliquez dessus, vous allez dans la page livre et vous allez retrouver ces différents ouvrages. christophetrain.fr. ChristopheTrain.fr. Merci à ChristopheTrain.fr. Je rigole. ChristopheTrain.fr. Vous pouvez le Tu lire. sais, allez, je vais être transparent parce que je ne veux pas être salaud non plus. Je vais être transparent. Parce qu'il y a une technique de neuromarketing que là, j'ai vraiment mise en application là, concrètement là. Mais je l'ai fait volontairement pour illustrer et l'expliquer après. J'ai répété trois fois christophetrain.fr sur des intonations différentes. Quoi que vous vouliez, inconsciemment, vous l'avez mémorisé. C'est fini. Vous pouvez dire ce que vous voulez, ou Ça alors il faut reste, vous faire hypnotiser pour le retirer de votre esprit. ça reste comme ça. Mais là, christophetrain.fr, et c'est pareil pour vous, si vous voulez que les gens mémorisent, par exemple, l'adresse de votre site internet, dans un discours, vous le répétez trois fois sous des formes différentes, avec des intonations différentes, et là, vous êtes sûr que les gens vont le mémoriser, l'adresse de votre site internet. C'est, Donc, excusez-moi, c'est une petite technique d'influence voilà, que j'ai utilisée. mais c'est ça, l'influence positive, en fait. L'influence, Oui, c'est pas une mauvaise oui, chose. C'est de la manipulation qui peut être néfaste, mais l'influence en quelque sorte, c'est quelque chose de positif parce que on s'influence tous. Donc, le fait que tu le prononces comme ça, donc, en fait, c'est comme ça aussi, tu crées un lien avec les gens qui écoutent. Donc, les gens se disent, ah, mais
je me rappelle de ce monsieur-là. Ah oui, c'est pas monsieur Christophe Train.fr. Ça crée du lien. Un moyen aussi de créer du lien avec. C'est pour ça au début on a parlé de. Le neuromarketing peut être aussi vu sous un angle relationnel et nous sommes des aides de relation et c'est ce qui amène aussi à toutes ces techniques de neurosciences, etc., tout ce qu'on parle. Parce qu'en fait, nous sommes des aides de relation. Et quand l'amour est au centre de tout ça, donc, ça amène tous ces résultats, donc avec des éléments positifs dans le marketing, et j'en passe. Merci à toi, Christophe. Vraiment, c'était un très, très bon moment. J'ai beaucoup apprécié. Et donc, je remercie tous nos auditeurs qui vont écouter qui vont regarder cette vidéo, écouter ce podcast et qui puissent aussi te procurer des ressources que tu proposes en allant sur ton site christophetrain.fr et voilà, ils vont retrouver des pépites pour leurs entreprises, pour leur vie personnelle, professionnelle. Et je te dis, Christophe, merci et à très bientôt. Merci à toi, Fadler. Merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli, de m'avoir invité sur Leadership Podcast. Et vraiment, c'était un plaisir d'échanger comme d'habitude, évidemment. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire il y a quelques instants, je terminerai par une citation que j'affectionne particulièrement, qui dit « L'amour est la réponse à tout ». L'amour est la réponse à tout, c'est vrai. Et je signe même derrière ça. Et c'est une clé. Donc, très souvent, on a une fausse conception de l'amour et on peut enchaîner par be aware. Chercher à comprendre ce que c'est l'amour et vous rendrez compte combien on peut changer le monde avec ça. L'amour est la réponse à tout. Merci, Christophe. C'est ça. Et puis, merci, Fadler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre écoute. Merci. On s'est dit à bientôt. À bientôt. Bye bye. Merci d'avoir suivi le FC Leadership Podcast, le podcast qui vous guide vers une vie victorieuse basée sur le leadership divin et de la réussite. C'était Fadler Célestin, votre expert en leadership et coach professionnel. Ma joie est dans votre réussite, l'action c'est maintenant. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.